Aujourd'hui, nous allons aborder une question brûlante qui fait couler beaucoup d'encre et suscite de vifs débats. Le gouvernement vient d'annoncer une réforme majeure dans le secteur de l'éducation nationale. Une réforme qui, loin d'être anodine, marque une véritable rupture avec les pratiques passées. Ce changement, prévu initialement pour entrer en vigueur dès le mois de septembre, a été repoussé à janvier prochain. Un report qui, à première vue, pourrait être interprété comme un signe d'hésitation, mais qui, en réalité, révèle une stratégie bien plus profonde. Car derrière ce délai se cache un calcul politique, un choix mûrement réfléchi qui mérite toute notre attention. Nous allons ensemble analyser les raisons de ce report, comprendre les enjeux cachés, et surtout décrypter ce que cela signifie pour l'avenir du système éducatif. Ce n'est pas simplement une question de calendrier, mais une démonstration de force, une manière de préparer le terrain à une transformation qui risque de toucher chaque famille, chaque étudiant, et, d'une certaine façon, l'ensemble de notre société. Alors, prenons le temps d'observer les signaux, de mettre en lumière les motivations réelles, et de comprendre pourquoi cette réforme a été repoussée. Car, mes chers frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement d'un ajustement technique, mais d'un acte politique qui pourrait redessiner l'équilibre des rapports entre gouvernants et gouvernés. Restons attentifs, gardons un esprit critique et avançons ensemble dans ce décryptage. Ouest-Af, l'actualité de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne va vous donner les raisons politiques, économiques et mystiques, spirituelles qui ont amené le président Laurent Gbagbo à reporter la marche du 4 octobre 2025 à la date du 11 octobre 2025. Vous voyez, la politique avec le président Laurent Gbagbo, quand on est à l'école du président Laurent Gbagbo, la politique consiste d'abord à résoudre des équations, des problèmes politiques, économiques et même mystiques qui sont posés avant de se lancer dans la bataille. Lorsque le président Laurent Gbagbo est sorti de la Cour pénale internationale, la CPI, Amama, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit, je suis sorti du trou, du puits dans lequel on l'a jeté. Et il nous tend la corde pour nous faire sortir du puits. Malheureusement, il y a des gens comme les Domelo, les Simonet Ivé, les Blé-Goudé qui sont sortis de lui et qui tirent la corde pour chercher à le faire tomber dans le trou. Voyez? Et il a dit aussi une chose, il n'a pas de cadavre dans son armoire. C'est-à-dire que la politique du président Laurent Gbagbo vise le bonheur de tout le monde, de tous les citoyens, mais sans chercher à verser le sang de qui que ce soit. Ce n'est pas ce que nous connaissons avec Alassane Ouattara, qui depuis qu'il est arrivé dans la politique ivoirienne, ne propose que des solutions qui versent le sang des Ivoiriens. Coup d'État, dont parle le président Laurent Gbagbo, coup d'État attribué au général Guéhi, mais en réalité, c'est Alassane Ouattara qui était derrière le coup d'État. Recomptage des voix, il a refusé, il a proposé la guerre civile au recomptage des voix. Au recomptage des voix. Aujourd'hui, on lui dit, on ne veut pas de ton 4e mandat. Il avait dit qu'il était musulman, donc on voulait lui faire la guerre. Aujourd'hui, il dit qu'il veut le 4e mandat. Il ne parle plus de l'islam. Et il veut encore verser le sang des Ivoiriens. Mais il faut comprendre sa politique. Sa politique, c'est celle de la France pour chercher à nous coloniser. On nous propose le droit. On nous met face au droit. Et eux, ils se mettent derrière le droit pour nous combattre. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc si nous sortons par exemple le 4 octobre 2025, il nous a déjà posé des pièges politiques, des pièges au niveau du droit. Si nous ne cherchons pas à résoudre ça, que nous allons comme ça tête baissée, eh bien, il nous prend, il nous met en prison et puis il invente des chefs d'accusation. Alors, il faut qu'on apprenne à faire la politique aux côtés du président Laurent Gbagbo. Écoutons d'abord le gouvernement parler et nous dévoiler les pièges qui nous tendent sur le plan national, sur le plan international, parce que le monde nous regarde.
Écoutez ce que dit le porte-parole du gouvernement. Encouragés à poursuivre leurs efforts pour la tenue, le 25 octobre 2025, du scrutin présidentiel dans un climat apaisé et sécurisé. Le Conseil national de sécurité constate cependant que depuis la publication, le 8 septembre 2025, par le Conseil constitutionnel, de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain, plusieurs individus, dont des responsables politiques, tiennent des propos à caractère xénophobe, haineux et subversif et diffusent de fausses informations de nature à troubler l'ordre public. Le Conseil national de sécurité, tout en condamnant fermement ces propos et comportements qui vont à l'encontre de l'esprit de paix et de responsabilité qui doit prévaloir particulièrement en période électorale, tient à rappeler que, conformément à l'article 138 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Par conséquent, toute contestation des décisions du Conseil constitutionnel, de quelque nature qu'elle soit, est illégale et expose ses auteurs aux sanctions prévues par la loi. À cet égard, le ministre en charge de la Justice et de la Sécurité ont été instruits à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité, y compris l'interdiction des meetings et manifestations publiques visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel. On va retenir 3 points pour ne pas être long. Le porte-parole du gouvernement nous dit « Nous devons respecter l'article 38 ». Il nous dit ça à nous, les Ivoiriens. Nous devons respecter l'article 38, même si nous savons que l'article 38 dont il parle n'est pas lié à eux, mais qu'est-ce qu'il dit dans l'article 38? Que la Cour constitutionnelle, la décision, quand la Cour constitutionnelle a décidé de quelque chose, il n'y a plus de recours. On ne doit plus s'opposer. On doit exécuter ce que la Cour constitutionnelle a dit. Même si la Cour constitutionnelle ment. Même si la Cour constitutionnelle utilise des fausses cartes d'identité pour dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, même si la Cour constitutionnelle ne donne pas des arguments constitutionnels pour dire que Ouattara peut briguer le 4e mandat, nous on doit accepter le faux. Parce que la Cour constitutionnelle a parlé. Ça c'est la première chose. Donc ils se cachent derrière l'article 38 et puis ils disent, si vous sortez, nous, on vous mate, on vous met en prison. Il dit depuis la décision de la Cour constitutionnelle, nous, membres de l'opposition, que ce soit les hommes politiques et tout ça, nous sommes devenus xénophobes. Nous sommes devenus xénophobes. Nous disons des choses qui n'ont pas de sens. Et alors, ils vont prendre un 3e point, ils vont interdire toute marche en Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils sont battus jusqu'à présent pour préserver la paix. Et donc la paix doit être préservée. Il n'est pas question que des gens viennent influencer cette paix. Mais cette paix dont on parle, c'est ce qu'on appelle la pacification. Parce que c'est la paix au moyen des armes, au moyen de la violence. Ce n'est pas la paix véritable où chacun adhère au gouvernement parce qu'il est content, c'est son président, il est content, il a été élu dans les urnes. Ce n'est pas cette paix-là. C'est la paix qu'on appelle pacification. Quand les Européens sont venus, ils ont fait la guerre à nos parents, ils ont maté la révolte des abeilles et autres, et ils disent il y a la paix. Voilà, c'est de cette paix qu'il s'agit. Alors, on va chercher à détruire cette construction derrière laquelle se cache Alassane Ouattara pour dire qu'il peut aller briguer un 4e mandat et que tout est fait, le Conseil de sécurité doit veiller à ce que les élections aient lieu.
Mais nous, on va vous montrer que cet argument, des arguments ne sont pas constitutionnels, sont faux, et on peut aller contre ces arguments. Alors d'abord, on va écouter le ministre Danon Djedje parler. Qui ont décidé de nous accompagner. Merci à vous tous et à vous toutes. Chers amis, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire informe par ma voix ses militants, ses militantes et ses sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple démocratique ivoirien, qu'il avait conjointement avec le PDCI-RDA, dans le cadre du Front commun, projeté l'organisation d'une marche pacifique le samedi 4 octobre 2025 sur le thème « Pour la paix, il n'est pas encore trop tard ». Cette marche devait se dérouler du carrefour Saint-Jean de Cocody jusqu'au carrefour Sokosé aux deux plateaux à partir de 8 heures. Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, un courrier d'information a été adressé dès le lundi 29 septembre 2025 aux autorités compétentes, à savoir le ministère de l'Intérieur et le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui en ont accusé réception. Ces décharges constituent la preuve que le gouvernement a été officiellement et dûment informé de la tenue de cette marche. Le PPACI a été surpris d'entendre, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement affirmer que celui-ci n'aurait pas été informé de la dite manifestation. Une telle déclaration est non seulement inexacte, mais elle traduit une volonté manifeste de travestir la vérité et de créer la confusion dans l'opinion publique. Le PPSCI, qui était en attente des salles de travail habituelles que nous avons pour de telles manifestations, a appris que le gouvernement a interdit les marches sur le territoire national à travers son Conseil de sécurité. Je veux vous dire d'entrée, ou de façon solennelle, que le PPACI prend acte de la décision d'interdiction de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. Cependant, afin d'éviter certains débordements et incompréhensions, le PPACI décide du report de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. La nouvelle date sera fixée en accord avec le PDCI-RDA dans le cadre du Front commun. Le PPACI déplore cette situation et présente ses excuses à ses militantes et militants et à l'ensemble des démocrates ivoiriens dont la mobilisation exemplaire laissait présager un succès éclatant. Le parti rassure ses bases qu'il ne s'agit que d'un report et que la détermination de ses militants reste intacte. Pour la nouvelle date que nous allons fixer en rapport avec nos camarades du PDCI-RDA, cette fois-ci, nous exigerons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques injustement incarcérés.
détention arbitraire est une violation grave des droits et des libertés fondamentales. Le PPACI appelle ses militants à rester mobilisés, vigilants et prêts à répondre massivement à la date qui sera fixée ultérieurement. Nous voulons profiter de votre présence pour dénoncer publiquement des manigances qui ont lieu en ce moment, pour jeter l'opprobre sur le PPACI. Des complots sont en train d'être ourdis contre notre parti. Des individus mal intentionnés cherchent à commettre des actes délictueux pour le mettre sur le compte de notre parti. Ici et maintenant, nous dénonçons ce type d'actes funestes qui étaient certainement en préparation. Et nous voulons dire à l'opinion nationale et internationale que le PPACI n'est associé ni de près, ni de loin à de tels projets funestes. Il faut que cela soit clair. Nous inscrivons nos activités dans le cadre républicain. Nous voulons faire une marche dans le cadre républicain. Nous voulons faire une mobilisation civile, une mobilisation populaire, une mobilisation citoyenne. C'est cela que nous voulons montrer à la face du monde entier et non faire des petits coups bas pour nous gêner, pour jeter l'opprobre sur notre parti. Nous avons déjà suffisamment souffert. Beaucoup d'entre nous sont en prison par ce biais-là. On essaie de commettre des actes pour les imputer au parti. Nous voulons nous élever contre cette manière de faire et demander aux uns et aux autres, à nos militants, de rester vigilants, mobilisés et de ne céder à aucune provocation. Chers amis, voilà ce que nous sommes venus vous dire. Encore une fois, merci d'être venus. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PPACI, je vous remercie. Alors le ministre Danon Djedje, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le gouvernement a été informé et que ça, c'est un droit constitutionnel, conformément à la Constitution. Le gouvernement a été informé et il a monté le trajet de Saint-Jean, je crois, jusqu'à Sokosé. Donc, il y a des gens qui vous disaient sur le panel, ils n'ont pas donné d'itinéraire, c'est faux. Vous voyez, ils ont donné l'itinéraire, ils ont écrit au gouvernement, et cela est constitutionnel. Et voilà que le gouvernement vient interdire cela, parce que le gouvernement cherche la confrontation au lieu du dialogue, parce que la marche dit il faut une chance pour la paix. Ouattara dit qu'il n'en veut pas, il ne veut pas de dialogue. Donc déjà là, on bat Ouattara. Parce que nous, on veut encore la paix. On lui dit, il est temps encore de parler de paix. Parce que tu as reçu une lettre de la Commission des droits de l'homme et on te donne 6 mois pour organiser des élections transparentes et libres. Il faut exploiter cela avant que le peuple ne s'énerve. Alors ici, ils disent, dans leur communiqué, le porte-parole, si le peuple s'énerve, nous avons l'article 138. Nous allons tuer ça pour vous mater. Et donc déjà, ils ont commencé à traiter, ils disent que nous les traitons des xénophobes, non plutôt, nous sommes xénophobes, nous les attaquons. Et bien là, on va chercher à vous expliquer que tout ceci est faux. L'article 138, par exemple, qui dit que la décision de la Cour constitutionnelle est sans recours, eh bien c'est écrit. Mais à cela, nous allons opposer un article. Ce n'est pas l'article 19 de notre Constitution, non. On va opposer l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que lorsque, dans un pays, on ne réussit pas à s'entendre, on fait recours à une institution supérieure. C'est ce qu'on appelle en politique
le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre simplement, puisque je vous ai dit que la théologie est mère de la politique, Moïse rendait, disons, il jugeait les affaires de son peuple. Et arrivé son beau-père Jéthro, qui dit, mais comment tu peux t'asseoir du matin au soir à juger des petites affaires, des grandes affaires? Fais une chose, établis des juges qui vont juger les petites affaires, et toi, tu te charges des grandes affaires. C'est parti de là, les hommes, les politiciens, la politique va créer le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, il y a des problèmes que nous pouvons régler en Côte d'Ivoire, on les règle. Mais ce problème-là, dont parle Ouattara, avec l'article 138, doit être réglé par une autorité supérieure. Voilà pourquoi nous appartenons, nous adhérons aux institutions internationales. Et là, selon le principe de subsidiarité, c'est-à-dire, on est d'accord qu'aujourd'hui, le problème de la Cour constitutionnelle est un élément qui nous oppose. La décision de la Cour constitutionnelle est un élément qui nous oppose. Donc, dès l'instant où c'est un élément qui nous oppose et que nous ne pouvons pas résoudre en Côte d'Ivoire, nous faisons appel à l'institution internationale, à l'ONU, selon le droit. Même si nous savons qu'il y a un cas de jurisprudence en Côte d'Ivoire, où nous savons qu'eux-mêmes, ils ont refusé d'obéir en 2010 à l'article 138, lorsque Yao Ndré a dit que le président Laurent Gbagbo était vainqueur des élections, ils ont pris les armes contre nous. Mais nous n'allons pas faire comme eux. On va utiliser le droit pour leur montrer que ce qu'ils disent est faux. Alors, pourquoi nous avons le droit de marcher le 11? Nous avons le droit de marcher le 11 parce que nous bénéficions d'un droit qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, on a le droit de nous exprimer. Quand Brahma sort et puis nous dit que oui, votre liberté d'expression est limitée par la loi. Oui, nous savons que la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire, on ne doit pas sortir pour sortir. Mais que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est supérieure à Brahma? La Déclaration des droits de l'homme qui est supérieure au procureur Brahma lui dit: tu ne peux limiter leur liberté d'expression si tu es dans un contexte, dans une société démocratique. Le mot est lâché. Et je vous prends mon cellulaire et je vous dis ceci. Brahma et le gouvernement ne peuvent s'opposer à la marche qui exprime nos pensées que si nous sommes dans une société démocratique. Et voilà le problème qui va se poser, disons, à Brahma et à ses pairs et à Alassane Ouattara. Je relis ce que j'ai lu hier. Nous avons la séparation des pouvoirs. On est dans une démocratie quand il y a séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs est respectée. Or, les députés nous disent ici que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Ce jour 1er octobre 2025 marque l'ouverture de la deuxième et dernière session ordinaire de notre mandature, laquelle prendra fin avec l'organisation de nouvelles élections législatives. Depuis 5 ans, nous légiférons au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire. En démocratie, les lois que nous adoptons doivent être l'expression de la volonté du peuple et doivent s'inscrire dans la recherche d'intérêt général. Suite à la publication de la liste des candidatures à l'élection présidentielle prévue se tenir le 25 octobre 2025, les députés membres des groupes parlementaires PDCRDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits que sont l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, M. Assali Timoko et M. Dje Bidje Olivier, tiennent à
exprimé leur profonde désapprobation face à la conduite calamiteuse de ce processus. En signe de protestation, les députés de l'opposition PDCI, RDA et PPACI, ainsi que les députés non inscrits, décident de ne pas participer à la cérémonie solennelle de rentrée parlementaire marquant l'ouverture de la deuxième session de l'année 2025. Cette décision lourde mais impérative vise à alerter l'opinion nationale et internationale sur le fait que le régime RHDP refuse obstinément de créer les conditions d'une paix durable, d'une indispensable cohésion sociale nécessaire à la consolidation de l'unité de notre jeune nation, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc Brahma ne peut pas venir nous interdire de marcher. Le gouvernement ne peut pas venir nous interdire d'exprimer notre liberté. Et nous le disons solennellement devant l'ONU, qui dit que la liberté d'expression n'est pas un droit absolu, mais ne peut être limitée que si, et seulement si, nous sommes dans une société démocratique. Or, les députés viennent de montrer que nous ne sommes pas dans une société démocratique. Donc, qui a tort? On vient de vaincre plutôt Alassane Ouattara de cette manière. On vient de vaincre le porte-parole du gouvernement parce qu'on vient de lui montrer sa faille sur le plan démocratique. Donc, on peut marcher. Et on va reporter cela en nous appuyant sur l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme au nom du principe de subsidiarité, parce que nous ne sommes pas d'accord sur la décision de la Cour constitutionnelle. Maintenant, je vais aborder un autre aspect qui va nous permettre plutôt de vaincre Alassane Ouattara sur le plan politique et sur le plan sociétal. Alassane Ouattara, le porte-parole, nous dit que nous tenons des propos xénophobes parce que nous disons le pouvoir exécutif appartient à un Ivoirien d'origine burkinabé, le pouvoir législatif appartient à un Ivoirien d'origine burkinabé. Le Conseil économique et social, les sénateurs sont gouvernés par un Ivoirien d'origine guinéenne. La Cour constitutionnelle qui a décidé de ce que Ouattara brigue le 4e mandat sans nous fournir des arguments constitutionnels est une Ivoirienne d'origine guinéenne. Est-ce que nous ne sommes pas dans un pays occupé? Si. Est-ce qu'il lui dit c'est la xénophobie? Non. Mais vous allez voir que ces gens nous reprochent la xénophobie, mais nous leur reprochons l'ivoirophobie. Écoutez, l'ivoirophobie, c'est la haine de l'ivoirien. Alors écoutez les faits, écoutez ce message qui a été diffusé par Alassane Ouattara le 1er octobre 2025 lors de l'ouverture de la campagne de cacao 2025-2026. Écoutez ces propos. Qu'est-ce que Ouattara dit ici? Ouattara répond les propos de celle ivoirienne d'origine guinéenne qui est au Sénat, qui nous dit, qui interdit aux Ivoiriens de dire qu'ils sont bêtés, qu'ils sont dida, qu'ils sont xénophobes, qu'ils sont koyaka. Elle nous interdit cela. Et ici, Ouattara vient confirmer ce qu'a dit cette femme, cette dame, Kandia Camara, en disant à travers cette chanteuse, ne vous préoccupez pas de l'ethnie, préoccupez-vous du cacao, parce que chaque fève de cacao raconte l'histoire des Ivoiriens. Alors, sur le plan du droit,
Est-ce que vous savez que ça, c'est de l'ivoirophobie? C'est la haine des autochtones de Côte d'Ivoire. Lorsque la Charte des Nations Unies nous dit que les peuples ont droit à l'autodétermination, on parle des peuples autochtones de chaque nation. C'est-à-dire, quand on parle du Burkina Faso, on va parler des Burkinabés, des Mossi, de tous ceux des Groussi qui sont au Burkina Faso. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de chaque ethnie. Ouattara a décidé, au nom de ses richesses et non au nom de l'économie, de ne plus parler d'ethnie, d'effacer nos ethnies. Cela veut dire que sa feuille de route, plus tard, va déplacer, effacer les villages ivoiriens. Il faut que vous compreniez cela. Ne parlons plus d'ethnie, ça veut dire qu'on prendra par exemple les Dida, on peut les envoyer dans une zone de Korogo, parce que les zones sont pleines d'or, et on va exploiter l'or. Donc, les richesses, c'est ça qui fait l'histoire de Ouattara. Vous voyez? Et cela ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on appelle le développement durable. Parce que le développement durable produit des richesses en économie, mais le développement durable respecte la société et l'égalité des droits. Et ce qui est fondamental, c'est notre droit à l'autodétermination. Si le pays est plein d'étrangers, la Côte d'Ivoire n'a plus droit à l'autodétermination, parce que c'est un pays peuplé par des étrangers. Donc la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Voilà pourquoi on est en train de vous dire la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Parce que la France veut faire la Côte d'Ivoire un autre pays d'outre-mer, mais les pays d'outre-mer bénéficient des droits. Nous n'avons plus bénéficié des droits. Vous voyez, voilà ce qui se passe. Maintenant, après avoir abordé les questions politiques, on va passer à la question économique. Regardez. Ouattara salue les chocolatiers. Qui sont les chocolatiers? Les chocolatiers, ce sont ceux-là qui ont incité Ouattara à faire un embargo, à demander, pendant que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, à demander un embargo sur le cacao. C'est ceux-là qui ont financé la guerre contre la Côte d'Ivoire. C'est de leur groupe est venu l'assassin, celui qui a éliminé physiquement Yves Lamblin, et ils ont accusé le général de Beaublé. Parce que ce sont des journalistes qui ont rendu visite à Yves Lamblin, qui s'est exprimé. Et tout juste après, on apprend qu'il a été enlevé et il était éliminé physiquement. Et lorsque vous regardez la vidéo, les cargos de général de Beaublé sont très loin de ce lieu où il parlait avec les journalistes. Vous voyez? Donc, ils ont éliminé physiquement l'un des leurs parce que celui-là payait les impôts au président Laurent Gbagbo. Et eux se sont fâchés parce qu'en payant les impôts au président Gbagbo, pour eux, il était en train de financer la guerre, la défense de notre patrie. Il a été éliminé. Vous voyez? Et ce sont les chocolatiers qui sont réunis là. Alors, qu'est-ce qui est décidé à cette campagne? Il est décidé, disons, l'augmentation du prix du cacao de 2200 à 2800, 600 francs en plus. Je vous ai expliqué hier que les 600 francs, c'est les 600 francs qui vont donner 600 milliards de francs, plus de 600 milliards de francs CFA. En plus, aux planteurs, c'est une sorte de corruption. Parce que Ouattara a reçu déjà l'argent du cacao qu'il est en train de vendre actuellement. Donc s'il sort 600 milliards et il dit qu'il augmente
disons, le prix du cacao à 2800, 600 francs en plus, eh bien, c'est une forme de corruption. Parce que le cacao, comme je l'ai dit déjà, a été acheté déjà. Donc, lui, il fixe les prix en fonction de leurs intérêts personnels. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, est-ce que vous avez vu des planteurs, des paysans réunis là? Tous étaient en costume, avec les grands chocolatiers et tout ça. Pourquoi? Parce que les paysans, le pauvre paysan, vous voyez, lui, il a besoin d'être accompagné par une banque pour vendre son cacao. Est-ce que vous le savez? Non. Vous ne le savez pas. Tous ces grands types qui sont réunis pour la campagne du cacao sont des gens qui jouissent du fruit de la souffrance de nos pères. Parce que si tu n'es pas accompagné par une banque en tant que planteur de cacao, tu ne peux pas vendre ton cacao. Parce qu'il faut tenir compte de la logistique. Tu dois sécher le cacao. Tu dois transporter le cacao. Donc il te faut de l'argent que tu dois débourser d'abord pour envoyer ton cacao et le vendre. Si tu n'as pas les moyens, eh bien tu restes en brousse. Et qu'est-ce qui se passe? Tous ces vautours-là vont aller et tu seras obligé de brader ton cacao. Donc on ne donne pas de financement. Les banques n'accompagnent pas les planteurs. Et ainsi, les planteurs sont obligés de brader leur production aux gens riches. Et ces entreprises-là sont celles-là qui financent Ouattara, qui soutiennent Ouattara, et dont pas le président Laurent Gbagbo, soutien extérieur et intérieur. Donc, ici, il faut déjà comprendre ça, que le paysan ne profite pas de cela. Ce sont les riches entre eux. Et l'autre aspect que soulève le président, qu'a soulevé un jour le président Laurent Gbagbo, c'est de dire que l'augmentation annonce des crises. Ça veut dire que Ouattara sait aujourd'hui que le 4e mandat n'est pas légal. Mais il va s'y mettre. Et il va créer une crise. Donc on partage déjà l'argent à ces entreprises, puisqu'ils ont 600 francs en plus. Eux, ils gagnent de l'argent. Ce sont eux qui vont gagner. Ce n'est pas les paysans. Ce sont eux qui gagnent. Donc on leur fournit de l'argent parce qu'il y a une crise qui arrive. Et cette crise va être provoquée par le 4e mandat. Donc, en faisant croire qu'ils enrichissent les paysans, en fait, ils s'enrichissent eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, on va connaître une crise, on ne pourra pas vendre le cacao pendant un temps, donc il faut anticiper. Vous comprenez? Voilà ce que vous devez comprendre sur le plan économique. L'économie, ici, va soutenir Ouattara à la guerre. Donc, Ouattara prépare une crise et est prêt à chercher à nous accuser. Et c'est ce que nous voulons ici dire à travers ce que le ministre Danon Djedje a déclaré. Ils sont en train de fomenter des coups pour accuser le PPACI. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque nous allons nous lancer dans la bataille, eux, ils sont prêts à aller, comme ils ont déjà critiqué Johnny et ils lui ont porté plainte, ils vont dire que oui, on a incendié des appartements, on a éliminé ici, on a éliminé des homosexuels, ainsi de suite. Et pour être plus clair, vous allez voir que déjà, les condamnations sont prévues par comment il s'appelle, Brahma, sont prévues déjà par Brahma, parce que ce qu'il dit au sujet de l'Union aux dettes, c'est ce qui sera appliqué à tous les membres du PPACI. Qu'est-ce qu'il dit? Provocation et incitation à l'insurrection. Donc nous marchons tranquillement et ils vont dire ceux qui ont marché sont allés à l'insurrection. Alors que le président Laurent Gbagbo a dit nous allons être un pays de marcheurs. Il n'a pas parlé d'insurrection. Et ici déjà, ils disent provocation et incitation à l'insurrection. Parce qu'ils veulent envoyer des gens, comme l'a dit le ministre Danon Djedje, pour brûler et nous accuser. Atteinte à l'autorité de l'État. Vous comprenez? Trouble à l'ordre public. Vous comprenez? Diffusion de fausses nouvelles. Xénophobie et tribalisme. Outrage envers des autorités publiques. Vous voyez? Tout est déjà là. Ces chefs d'accusation étaient prévus le 4 pour accuser tous les membres du PPACI et chercher à décapiter le PPACI.
Voilà ce que Ouattara voulait faire. Donc ici, vous comprenez que le piège est là. Maintenant, nous allons aborder les raisons mystiques spirituelles. Vous avez vu Alassane Ouattara dans une tenue. Cette tenue bleue est la tenue de sa secte, la secte à laquelle il appartient, qui signifie, si le bleu dans l'Église catholique est signe d'humilité, de sobriété, parce que c'est le bleu de la Vierge Marie, qui nous parle de la voûte céleste, elle est voûte céleste, elle est mère céleste, elle est celle qui est sur le point de mettre au monde un enfant, et devant elle, il y a le dragon. Donc, elle représente la voûte céleste étoilée, ses qualités, elle est humble. Mais lorsque Ouattara se met en bleu, il annonce la fin d'une crise. Vous voyez, pour mieux le comprendre, je vais vous le montrer dans la même tenue, à une autre période. Vous allez voir Ouattara au milieu des chocolatiers en bleu, avec le chapeau bleu. Et bien cette même tenue, il la porte à ce moment précis, au moment où les 46 soldats, il reçoit les 46 soldats. Regardez. De 6 mois de détention au Mali, les 46 militaires ivoiriens sont de retour dans leur pays. Les soldats ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, la capitale ivoirienne. Accueillis par le président Alassane Ouattara, ils ont ensuite pu retrouver leur famille. Le lieutenant Adam Kouassi, qui conduisait la mission lors de laquelle ils ont été arrêtés, s'est exprimé au nom du... Les 46 soldats envoyés au Mali, c'était pour déstabiliser le Mali. Et ça a été une crise terrible. Et Ouattara, le jour où il les accueille, il dit, nous assistons à la fin de la crise. Vous voyez? Donc, quand Ouattara se met en bleu de cette manière, nous entrons dans un combat mystique. Et il le fait au milieu des chocolatiers. Pour dire, je suis entouré de mon soutien, de mes soutiens qui m'ont déjà financé. Et on va reprendre ça pour détruire cette fois-ci, décapiter totalement le PPACI. Et le bleu indique la fin de la crise. Et indique aussi que Ouattara est un maître absolu. Vous voyez, puisque pour eux, Dieu n'agit pas en ce monde et qu'ils sont Dieu, donc pour lui, il est devenu identique au grand architecte de l'univers que lui, il construit, il bâtit. Il est devenu un maître absolu. Voilà, c'est ce que je vous disais dans le songe qu'on m'avait fait voir. Le jour où Ouattara dira qu'il est un maître absolu, qu'il est grand, que tout le monde dira que Ouattara est fort, ce jour-là, c'est sa chute. Vous voyez? Alors ici, je vais vous ramener toujours à ce texte de la Bible. Vous voyez ici, le pauvre Lazare, il est chier. Et le riche est le combat quotidien des hommes sur terre. Les riches orgueilleux, je dis les riches orgueilleux, non les riches pauvres de cœur, parce qu'il y a des riches humbles qui aident les pauvres, qui sont pauvres de cœur, qui savent que Dieu leur a tout donné. Et il y a des riches orgueilleux. Les riches orgueilleux qui ne voient pas le pauvre, qui ne voient pas le semblable, c'est ceux-là qui suivent Alassane Ouattara et qui cherchent à combattre Lazare le pauvre. Mais Lazare le pauvre a une arme imparable, les chiens qui lèchent ses plaies. Vous voyez, dans l'histoire du Manding, on parle de Soumango Kanté, le roi sorcier, contre Soundiata Keïta. Mais dans la Bible, eh bien, ces événements ont lieu. C'est le combat du riche contre Lazare. Et ici, le riche, lui, se dit Dieu. Il se prend pour Dieu. Et il suit le chemin large de la domination. Et il est aidé en ce sens par Satan. Pourquoi? Parce que sa conscience devient celle de Satan, qui a peur de Dieu, mais qui ne craint pas Dieu. C'est deux choses différentes. Craindre Dieu, c'est avoir peur de le blesser, de le provoquer, de ne pas le respecter. Ça, c'est craindre Dieu. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eux, ils ne craignent pas Dieu. Ils ont peur de Dieu. Mais ils s'en foutent du prochain. Ils s'en foutent de Dieu. Et la preuve, ils créent des doctrines pour dire que Dieu n'est pas.
Vous voyez, donc ici, le riche orgueilleux n'a plus la conscience de l'homme, il a la conscience de Satan, qui lui dit, prosterne-toi à mes pieds, je te donne tout le pouvoir de la terre. Et ceux-là, donc, n'ont plus de sentiments. Ce qu'ils éprouvent est ce qu'éprouve Satan. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas aller au paradis, ils sont séparés de Dieu. Mais quelle est la force du pauvre Lazare? Le pauvre Lazare vit entouré des forces protectrices de la nature, que nous appelons nos ancêtres, que les Africains, les Kémites appellent leurs ancêtres. Vous voyez, quand Jésus lui-même vient sur terre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Et il dit, tout pouvoir m'a été remis sur terre et dans le ciel. Il y a des pouvoirs sur terre, qui sont ces pouvoirs-là qui entourent le pauvre Lazare. Ce sont ceux-là, les chiens. Une rose, elle est tendre, elle est légère, mais elle a autour d'elle des épines pour la protéger. Le buffle a ses cornes. Le lion a ses griffes rétractiles. Le lion se défend. L'éléphant se défend. Tout ce que Dieu a fait sur terre a des éléments, une barre protectrice, un mur protecteur. Eh bien, c'est ce que connaît le pauvre Lazare. Il est entouré par des anges de la terre. Ceux qui sont pour le diable, c'est eux-là qu'on appelle les djinns. Ceux qui sont pour Dieu, les forces de la nature qui protègent les enfants de Dieu, sont ces chiens qui lèchent les plaies, qui accompagnent le pauvre. On peut être riche et être un pauvre de cœur, être Lazare. Vous voyez, et Dieu nous accompagne. Et lorsqu'on meurt, ce sont les anges, les forces du ciel qui nous prennent. Donc il y a les forces de la nature qui nous accompagnent. Dans le combat contre Alassane Ouattara, nous devons être prêts à invoquer aussi les forces de la nature, à faire en sorte que la nature soit avec nous, que le sang versé des personnes qui crient vers Dieu, vengeance, eh bien ce sang-là nous soutienne dans le combat contre Alassane Ouattara. Ceux qui ont des oreilles comprennent. Donc nous en devons aller combattre avec les forces du ciel et les forces de la terre, qui sont nos ancêtres, qui sont ces forces, ces chiens qui léchaient les plaies de Lazare. Et vous allez voir que nous allons le vaincre. Parce que Ouattara ne vient pas seulement se battre sur le plan politique, sur le plan économique, mais sur le plan aussi mystique, en se levant au rang de Dieu et en invoquant des forces de la nature négatives. C'est ce que j'ai à dire pour ceux qui sont dans la connaissance, qui comprennent ce dont je suis en train de parler. Donc avant le 11, préparons-nous sur le plan politique, sur le plan économique, mais sur le plan aussi mystique. Et nous vaincrons Alassane Ouattara. Merci, j'ai été long, mais c'était important de le faire. Merci. Et sachez que le crocodile dont je vous ai parlé hier dans mon songe, qui va dans l'eau, c'est la chute aussi d'Alassane Ouattara. Merci. Chers abonnés, il est important de comprendre que le report de la marche n'est pas un recul, mais une avancée stratégique. Le président Laurent Gbagbo, en homme politique expérimenté, sait mieux que quiconque qu'un combat ne se gagne pas dans la précipitation, mais dans la préparation, l'unité et la discipline. En repoussant la marche du 4 au 11 octobre 2025, il offre une semaine supplémentaire au peuple ivoirien. Une semaine pour se mobiliser, pour s'organiser et pour se préparer à écrire une nouvelle page de son histoire. Ce report n'est pas une simple décision de calendrier. Il s'agit d'un signal fort. La marche du 11 octobre ne sera pas une marche ordinaire. Ce sera une démonstration de force. Une marche de dignité. Une marche pour la liberté et pour la justice. Le 11 octobre, chaque pas posé dans la rue sera un message envoyé au régime. Nous refusons l'injustice. Nous refusons le 4e mandat anticonstitutionnel. Nous refusons la confiscation du pouvoir. Non, Laurent Gbagbo n'a pas reculé. Au contraire, il a tendu un piège politique à ses adversaires. En décalant la date, il a déjoué leur plan de répression, bouleversé leur calendrier et obligé tout le monde à rester en alerte. Pendant que le régime croyait pouvoir étouffer la marche du 4 octobre, voilà que le 11 octobre devient une nouvelle échéance. Une échéance encore plus lourde, encore plus attendue, encore plus redoutée. Ce report est aussi un acte de responsabilité.
Gbagbo démontre qu'il n'agit ni sous la colère, ni dans l'improvisation. Il veut que cette marche soit massive, organisée et pacifique. Il veut que chaque militant, chaque sympathisant, chaque citoyen qui croit en la justice puisse se sentir prêt et en sécurité pour y participer. C'est une manière de dire. Nous ne marchons pas pour provoquer le chaos, nous marchons pour défendre la démocratie. En réalité, ce changement de date doit être vu comme un appel à la mobilisation générale. Chaque village, chaque quartier, chaque ville a désormais une semaine de plus pour s'organiser, sensibiliser, préparer les banderoles, les slogans, les chants. Chaque jeune, chaque femme, chaque patriote dispose de jours supplémentaires pour se lever et se dire « Le 11 octobre, je marcherai pour ma dignité, pour mon avenir, pour ma Côte d'Ivoire ». Mais ce report est aussi un message fort adressé au monde entier. Il dit à la communauté internationale « Voyez, nous ne cherchons pas la confrontation, nous cherchons la justice. Nous ne provoquons pas, nous nous préparons. Nous ne fuyons pas, nous avançons avec patience et courage. Et dans cette patience réside une grande force. Car c'est ainsi que se construisent les grandes victoires. Alors, mes chers abonnés, retenez bien cette date, le 11 octobre 2025. Ce n'est pas seulement un report, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Ce jour-là, le peuple ivoirien montrera au monde qu'on peut interdire les marches, qu'on peut museler le Parlement, qu'on peut emprisonner des opposants. Mais qu'on ne pourra jamais étouffer la volonté d'un peuple qui aspire à la liberté. Oui, le 11 octobre sera le cri de tout un peuple. Un cri contre la dictature. Un cri contre l'injustice. Un cri contre un 4e mandat illégal et anticonstitutionnel. Et ce cri, ni la police, ni l'armée, ni aucune interdiction ne pourra l'arrêter. Car il viendra du cœur de la nation, de l'âme de la Côte d'Ivoire, de la mémoire de ceux qui ont toujours résisté. Laurent Gbagbo a fait son choix. Préparer la victoire avec intelligence. À présent, c'est au peuple de répondre présent. De montrer sa détermination. Et de prouver que la démocratie n'est pas morte en Côte d'Ivoire. Le 11 octobre ne sera pas seulement une marche. Ce sera un témoignage d'histoire.